personnel des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, mesdames et messieurs les ambassadeurs, colonel Diène, chef de la cellule de lutte antiterroriste du Sénégal, distingués invités. Je commencerai par exprimer toute la compassion aussi de la communauté francophone face aux intempéries qui ont causé des inondations dans plusieurs régions de France. Nous avons bien sûr une pensée solidaire pour toutes les victimes et les personnes sinistrées. Et c'est avec le cœur très lourd aussi que nous prenons connaissance depuis quelques jours, et ce matin encore, également du bilan catastrophique des centaines de migrants naufragés en Méditerranée, en grande partie des femmes et des jeunes en provenance d'Afrique subsaharienne. Nos pensées vont bien sûr à tous ces malheureux, à leurs familles, à leurs proches, à leur communauté. Nous ne cesserons de dire qu'il faut une gigantesque mobilisation, et l'OIF est à pied d'œuvre, pour agir à la source du problème sur ce qui pousse à un tel exode. Mesdames et messieurs, puis-je vous demander un moment de recueillement, une minute de silence pour tous ces disparus, pour toutes les victimes des séismes et catastrophes humaines qui nous bouleversent, l'exode, l'extrémisme violent, la radicalisation, le terrorisme, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ce qui nous réunit ici est un même sentiment d'urgence. Ce week-end encore, des djihadistes ont semé la terreur, et cette fois au Niger. Les familles et les proches des victimes sont inconsolables, comme le sont aussi les coéquipiers des soldats morts dans cette nouvelle attaque de Boko Haram, sans oublier les témoins, les populations assaillies. Tous sont en état de choc. Depuis 2009, dans la seule région du lac Tchad, Boko Haram a causé la mort de plusieurs milliers de personnes. Combattu par une coalition militaire régionale que l'on a rappelée ici, le groupe terroriste a perdu certes du terrain ces derniers mois, mais ne lâche pas prise. Pour autant, persiste dans son dessein funeste. Déstabiliser, isoler, diviser, contrôler des territoires, des populations, des zones frontalières, dégager la voie et le passage pour bien mener tout leur trafic. Ils sont sans foi ni loi, ils ont des intérêts. Boko Haram est une composante de la nébuleuse de ces organisations criminelles transnationales qui usent de stratégies terroristes pour arriver à leur fin. Un projet politique, un projet complexe qu'il faut bien comprendre dans toutes ses dimensions culturelles, économiques, religieuses, comme vous l'avez exposé si brillamment, Monsieur le ministre Koulibaly, mais surtout un projet criminel, un projet de brigands s'adonnant à un ensemble de trafics. Et leur cruauté nous horrifie. La terreur, pour produire son effet, se doit d'être spectaculaire. Il lui faut des coups d'éclat que les médias du monde entier, désormais les médias sociaux, les réseaux sociaux, ne manqueront pas de répercuter. La terreur, pour produire son effet, se doit de déconcerter. Avec peu de moyens, des explosifs, des armes dont l'achat est accessible. Quelques jeunes assaillants sacrifiés et qui croient mourir pour une cause suprême. Et nous l'avons vu
en attaquant des lieux publics fréquentés par des humanitaires, des journalistes, des touristes, des membres de missions internationales, une seule opération atteint plusieurs cibles. Et la stratégie de la terreur met alors le monde aux abois. Et rien que dans l'espace francophone, nous sommes 80 États et gouvernements sur les 5 continents, nous ne sommes pas épargnés. Niger, Mali, France, Tunisie, Tchad, Belgique, Cameroun, Égypte, Canada, Liban, Côte d'Ivoire. La liste de nos pays frappés est longue. Et puis il y a ceux d'entre nous qui, sans avoir connu d'attaque sur leur sol, ont vu de leurs compatriotes périr ailleurs. Je pense à la Suisse, je pense au Maroc, à l'ex-République yougoslave de Macédoine et combien d'autres encore. L'onde de choc du terrorisme s'abat sur nous tous. Les angoisses et les peurs que nous tentons de refouler et de remiser pour ne pas leur donner prise sont tout de même bien présentes, nous le savons, dans notre fort intérieur. Un peu comme la crue des eaux de la Seine ces jours-ci, le flot des larmes ne cesse d'augmenter. Des larmes dans le silence du recueillement, alors que nous allons de deuil national en deuil national. Est-il alors besoin d'expliquer pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie se mobilise? D'abord, et comme vous l'avez compris, parce que l'espace francophone, les États francophones sont aussi lourdement frappés par le terrorisme et la radicalisation violente, mais aussi par devoir et par respect des engagements que nos plus hautes instances ont pris au fil des années. Par ailleurs, je me permets de le rappeler ici, le rôle précurseur joué par la francophonie dans la déclaration de Ouagadougou dès 2004 sur la responsabilité de protéger, et notamment ce qui concerne la responsabilité des États de protéger les populations sur leur territoire et la responsabilité de la communauté internationale de réagir dans le cadre d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies et sous son égide pour protéger les populations exposées aux pires dangers. La francophonie, considérée comme une organisation régionale, doit prendre sa part dans la mission universelle de construction de la paix et de la sécurité internationale. Nous devons donc assumer nos responsabilités. Je veux rappeler aussi que ces propositions et ces engagements fermes ont été réaffirmés et consignés 2 ans plus tard dans la déclaration de Saint-Boniface au Canada, où s'est tenue en 2006 la conférence ministérielle de la francophonie sur la prévention des conflits et la sécurité humaine. Se fondant sur la charte de la francophonie adoptée à Antananarivo en 2005, la déclaration de Saint-Boniface établit clairement, dans un monde plus que jamais interdépendant, confronté à des dangers communs et à des menaces transnationales, le multilatéralisme demeure le cadre privilégié de la coopération internationale. Que la construction de la paix, le renforcement de la sécurité collective et le développement durable à l'échelle mondiale sont une tâche commune. Il nous faut mettre en commun nos expériences, nos réalités, nos meilleures pratiques. Il nous faut mutualiser nos moyens, nos dispositifs, nos capacités de prévenir, de voir venir, d'anticiper, de protéger et défendre efficacement populations et territoires, dans le respect de la souveraineté des États, dans le respect de l'égalité des droits des peuples. Une meilleure coordination cohérente et concertée s'impose, disiez-vous, Monsieur le ministre Abdoulaye Douada Diallo, rapportant ainsi la réflexion menée ce samedi à Dakar, à la réunion de la CEDEAO. La déclaration de Saint-Boniface conforte aussi l'action préventive de l'Organisation internationale de la francophonie, par une utilisation optimale de ses capacités, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle spécifique dans l'observation, l'alerte précoce, la prévention, la diplomatie préventive, la gestion des crises, l'accompagnement des transitions et la consolidation de la paix, et ce,
dans le cadre d'une coopération systématique et rationalisée avec les organisations internationales et régionales et une interaction constante avec les États et les gouvernements membres. Cette conférence qui nous réunit s'inscrit donc dans le droit fil des actions que nous déployons sans répit et sur tous ces fronts, politiques, diplomatiques, sur le terrain aux côtés de la société civile, en mobilisant toutes nos ressources, nos expertises et celles de nos très nombreux réseaux. Nous estimons ainsi essentiel de vous rassembler pendant ces 3 jours et de vous mettre en présence, de vous mettre à contribution, vous, ministres responsables, vous, ambassadeurs, représentantes et représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement, vous, responsables du renseignement, vous, experts et analystes, vous, professionnels des forces et des dispositifs de sécurité, vous, juristes, vous, œuvrant également en prévention et dans la lutte contre la radicalisation, vous également, les jeunes mobilisés en faveur des valeurs universelles et humanistes, vous, professeurs, formateurs, théologiens et philosophes, vous, responsables des médias. Comment agir ensemble? Comment vivre et traverser ensemble tous ces défis qui se posent à nous? Et avec toutes nos idées, de toutes nos forces, disiez-vous, Monsieur le Ministre-Président, face à ces extrémismes qui veulent nous diviser. Cette conférence sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation violente, l'OIF l'organise aussi à la demande pressante des chefs d'État et de gouvernement, qui me le disent d'une voix forte et qui, dans ce combat que nous devons mener, insistent sur le fait qu'aucun pays ne peut s'en sortir seul face à cette menace qui met en péril notre sécurité à tous, nos institutions, nos libertés, la démocratie, tous nos efforts investis vers plus de stabilité, de croissance, d'échange et de coopération. Pour que vous l'ayez à l'esprit, je veux aussi non pas vous résumer, mais vous faire entendre la résolution des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie sur le terrorisme, la détermination affichée par nos États à unir leurs efforts. Nous, chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, réunis le 29 et le 30 novembre 2014 à Dakar, au Sénégal, à l'occasion du 15e sommet de la francophonie, exprimant notre inquiétude face à la montée d'actes terroristes, criminels, injustifiables dans l'espace francophone, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, et face aux graves exactions commises par les groupes extrémistes, dont Boko Haram, Al-Qaïda, Daesh, Ansar Bayt al-Maqdis, le Mujao et Al-Shabaab, qui exigent de notre part une vigilance accrue et doivent nous conduire à l'élaboration de stratégies appropriées et d'actions concertées pour les combattre. Nous condamnons le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Nous réitérons notre soutien indéfectible à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, ainsi qu'aux États et aux populations locales qui en sont victimes et aux organisations internationales et régionales mobilisées pour faire face à ce fléau. Nous réaffirmons la nécessité de la mise en œuvre des engagements par les États, conformément au droit international dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, notamment les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et surtout les engagements exigeant l'arrêt du financement du terrorisme et l'offre d'abri aux terroristes. Nous réaffirmons notre détermination à mettre en œuvre tous les moyens susceptibles d'éradiquer ce fléau dans le respect des principes fondamentaux de l'État de droit et nous engageons à soutenir les actions déjà entreprises en ce sens. Nous encourageons en particulier la coopération internationale et régionale, notamment en faveur de la sécurisation des frontières et de la conception de mécanismes facilitant l'entraide et l'extradition. Nous appelons à des réponses juridiques nationales et internationales adéquates qui mettent fin à l'impunité dont pensent bénéficier les membres de ces groupes terroristes. Nous engageons par ailleurs à favoriser la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes par l'adaptation des dispositifs législatifs nationaux, y compris en recourant à l'expertise des organisations professionnelles, notamment des réseaux institutionnels de la francophonie. Il faut parfois redire et faire entendre
dans leur intégralité ces prises de position communes. Chers amis, cette résolution exprime au plus haut niveau l'inquiétude, vous l'avez entendu, le sentiment d'extrême urgence devant l'accélération depuis et la gravité de la situation. Et tout nous mandate, tout doit nous mobiliser pour dégager, partant de nos expériences et de nos réalités. Et comme il est intéressant depuis ce matin de les entendre exprimer, pour dégager des pistes de solutions, des stratégies, des pistes d'action à partager et à porter ensemble, solidairement et en toute intelligence. Le contraire nous expose au pire et le contraire nous fragilise. Nous savons combien l'heure est grave et combien le temps presse, et rien que pour ce rendez-vous, les demandes d'inscription ont été tellement nombreuses que, faute de place et d'espace, nous avons dû en refuser. C'est vous dire à quel point ce sentiment d'urgence est partagé. La preuve que les thèmes aussi retenus pour nos travaux durant ces 3 jours convoquent l'adaptation des systèmes de sécurité, les enjeux et défis territoriaux et locaux, l'intégration des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les stratégies nationales de lutte contre le terrorisme, l'éducation et l'intégration politico-économique, les enjeux juridiques et la réponse légale dans la lutte contre le terrorisme, l'action collective et citoyenne dans la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité et la cyberdéfense, le rôle et la responsabilité des médias dans le traitement de l'information sur le terrorisme. Les panels de cette conférence reflètent la densité et la diversité de l'expertise francophone. Cette expertise qui est un atout, qui est notre atout et qui fait notre force. Rien ne doit être laissé de côté. Il nous faut tout explorer et tout considérer. La défense, certes, est primordiale. Et je salue ici le travail des forces militaires et policières. Mais elles le disent également. Répondre à la violence par la force, répondre à la menace par le tout sécuritaire ne suffira pas. Et nous le savons. Monsieur le ministre Faki Mahamat, vous l'avez dit avec force, répondre par les armes s'impose, mais il faut agir aussi préventivement dans cette course contre la montre, en libérant tout d'abord la parole. Il faut faire entendre la force du nombre. Il faut faire entendre les voix de ces centaines de millions de femmes, d'hommes et surtout de jeunes, qui voient le monde autrement et qui opposent à l'obscurantisme toute leur force de vie, toute leur force de création, tout leur attachement à ces principes et à ces valeurs universelles qui honorent l'humanité, la liberté et l'égalité, la solidarité et la fraternité, la diversité et l'universalité, la stabilité, la concorde et la paix. C'est pourquoi le 10 mars dernier, la francophonie a créé, avec les jeunes de tout l'espace francophone, l'initiative Libre Ensemble, libre au pluriel et ensemble, qui inclut une plateforme internet de dialogue www.libresensemble.com que je vous invite à consulter. En une semaine, ils ont été plus de 2 millions d'internautes à s'y intéresser. Nous avons franchi depuis le cap des 3 millions. Des dizaines de milliers de jeunes se sont emparés de la plateforme parce qu'ils ont un farouche désir de faire entendre leur point de vue, de se rejoindre, de dire dans des mots forts qu'ils sont viscéralement attachés à ces valeurs et à cet idéal humaniste aujourd'hui menacé. Que cela nous encourage. Les jeunes trouvent dans cette plateforme un espace sans frontières où présenter leurs initiatives citoyennes et déposer des projets qui renforcent le corps social. Contre l'extrémisme violent, ils veulent créer du lien. Ils veulent créer des passerelles. Ils veulent briser les solitudes, toutes les solitudes. Il faut agir préventivement en acceptant aussi de reconnaître nos erreurs, de reconnaître nos manquements. Il faut agir préventivement par l'éducation et la formation pour toutes et pour tous, oui, mais une éducation, je dirais, et une formation de qualité, garante d'un accès à l'emploi pour ces femmes travailleuses de l'ombre ou de l'informel, pour ces jeunes qui, en 2030, constitueront plus de la moitié de la population dans nombre de nos pays, et que nous abandonnons au chômage, à la désocialisation et à la désespérance. Il faut agir préventivement par l'enracinement de la culture de la démocratie, de l'état de droit
et des droits humains tant à l'échelle nationale qu'internationale. Oui, la démocratie est un travail patient. C'est un investissement sur le long terme, aux côtés des populations et des institutions. Nous devons répondre à la détermination de l'attaque par la détermination de la contre-attaque. Nous devons répondre au fonctionnement en réseau de l'extrémisme violent et du terrorisme par la mise en réseau et la solidarité de tous les acteurs, par la mutualisation et la rationalisation de nos compétences, de nos actions et de nos moyens, de nos financements. Car c'est de l'action de toute la francophonie dont il s'agit, et bien au-delà. Aujourd'hui, j'en appelle à la mobilisation de toute la communauté internationale et de la société civile pour agir ensemble et à la source contre ce fléau. Il s'agit bien de notre responsabilité commune. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi donc de saluer les initiatives portées par nos partenaires, au premier rang desquels figure l'Organisation des Nations Unies, acteur majeur et incontournable en la matière, et représenté ici par son sous-secrétaire général, M. Jean-Paul Laborde, que je remercie d'être là avec nous. Parmi ces initiatives figure le plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent porté par le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Notre volonté d'œuvrer ensemble avec nos partenaires justifie également la présence ici, que je salue, des représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne, du Commonwealth, des organisations sous-régionales, le G5 Sahel, la Commission du bassin du lac Tchad, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, et d'autres partenaires encore. Notre collaboration mérite d'être soutenue, approfondie et élargie à d'autres partenaires. La concertation permanente et la coordination de nos efforts doivent être le fil conducteur de notre action commune. Et je conclurai enfin ce propos en vous faisant part de ma conviction profonde que pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation violente, il faut que nous puissions donner à la jeunesse, oui, des raisons d'espérer, créer avec les jeunes les conditions propices au développement des économies de nos États, favoriser leur inclusion politique, sociale, professionnelle, leur ancrage dans l'histoire, dans leur histoire, dans notre histoire. Ce souci sera également au cœur de nos travaux et avec eux. Donc, avec vous qui êtes là, vous toutes et vous tous, et en très grand nombre, et en qualité, je déclare ouverts les travaux de cette conférence et je vous remercie.